la Convention. Elle compte 749 députés. Cette assemblée est divisée en 3 groupes. À droite, les Girondins, à gauche, les Montagnards et au centre, la Plaine. Le principal débat de cette assemblée est sans conteste le jugement de Louis XVI. Le 15 janvier 1793, la mort du roi est votée publiquement par appel nominal. Il est exécuté le 21 janvier sur la place de la Révolution. Quelle réaction cet acte symbolique va-t-il engendrer en France et en Europe? Les souverains d'Europe, menés par l'Angleterre, forment la première coalition contre la France. Depuis 1792, la jeune armée révolutionnaire française a remporté des victoires importantes à Valmy et Jemappes. Elle a repoussé les frontières de la France jusqu'au Rhin. Mais cette armée est fatiguée. Face aux coalisés, les députés de la Convention décident de lever une nouvelle armée qui doit compter 300 000 hommes. Des représentants sont envoyés dans chaque village afin de surveiller les recrutements. Dans certaines régions, les villageois refusent l'enrôlement de force et des soldats patriotes sont lynchés. Après la mort du roi et le massacre des prêtres réfractaires, la conscription fait basculer définitivement plusieurs départements dans la contre-révolution. Le Maine-et-Loire, la Loire-Atlantique, les Deux-Sèvres et la Vendée. Rapidement, les villageois se trouvent des chefs et constituent la Grande Armée catholique et royale en avril 1793. Cette armée, qui compte jusqu'à 10 000 hommes, est composée de paysans sans instruction militaire, armés pour la plupart de faux et de bâtons. Ils sont dirigés par des nobles ou d'anciens soldats de l'armée royale. Ces hommes, qui vivent loin des villes, sont très attachés aux traditions et à la religion. Leur tactique est celle de l'embuscade. Leurs avantages sont leur connaissance du terrain et leur rapidité à agir et à disparaître. Cette stratégie leur permet dans un premier temps de remporter quelques succès militaires. Parallèlement, à Paris, les sans-culottes ont provoqué la chute des Girondins et favorisé la domination des Montagnards à la Convention. Les pouvoirs de l'État sont désormais entre les mains des Montagnards, dont les hommes forts sont Robespierre, Danton, Saint-Just. Les Montagnards, qu'on appelle ainsi parce qu'ils siègent en haut des bancs de l'Assemblée, ont renversé les Girondins, qui jusqu'à présent géraient les affaires de l'État. Ces deux partis politiques, si j'ose dire, sont composés de bourgeois, mais ils n'ont pas la même vision de la Révolution. Les Girondins sont des notables provinciaux proches des milieux d'affaires et du commerce. Les Montagnards s'appuient davantage sur les classes populaires et la petite bourgeoisie. Disons que les uns sont à droite, les autres à gauche. Cette expression, elle est née pendant la Révolution française, car en effet, il se trouve que, par coïncidence, les plus radicaux siégeaient à gauche, alors que les plus conservateurs siégeaient à droite. Et on a maintenu, bien sûr, ces deux repères pour désigner les partis politiques jusqu'à nos jours. Les affrontements entre les deux clans ont été nombreux. Avec les Girondins, la situation économique de la France était désastreuse. Le prix du blé ne cessait d'augmenter. Le peuple est descendu dans la rue dénonçant les spéculateurs. Et les sans-culottes, favorables aux Montagnards, ont pris d'assaut l'Assemblée. La Convention, en fait, sous la pression populaire, va décréter l'arrestation de quelques dizaines de députés girondins. Ils seront donc incarcérés, certains s'enfuiront en province, se cacheront pendant des mois, et ceux qui ont été arrêtés seront exécutés en octobre 1793. C'est ainsi que les Montagnards ont pris le pouvoir, mettant en place un nouveau régime qui veut faire table rase du passé. 29 députés girondins sont arrêtés et exécutés. Cet événement entraîne alors la révolte de plusieurs villes dominées par les Girondins, telles que Lyon, Marseille ou Bordeaux. Au même moment, les troupes coalisées enfoncent les défenses françaises au nord. Face à cette triple menace, la Convention montagnarde, dominée par Robespierre, établit la dictature. Les révolutionnaires cherchent à établir une contre-culture qui soit opposée à la culture bien sûr aristocratique, mais surtout à la culture religieuse, qui est condamnée. Les mois également ont changé de nom, on a parlé de Thermidor, de Fructidor. Et puis, pour lutter contre ce qu'ils appellent les ennemis de la Révolution, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, on met en place un gouvernement révolutionnaire avec un comité de salut public doté de pouvoirs exceptionnels. C'est le début de la terreur. Sous le régime de la terreur, qui dit suspect dit condamné à mort.
Et les suspects sont nombreux, car la délation est devenue une vertu. Il suffit parfois d'être dénoncé pour être guillotiné, sans vrai procès. Les tribunaux, bien sûr, étant des lieux publics, on peut donc participer au jugement. Donc il y a une pression, déjà de la foule. Les sanguinolentes sont plutôt extrémistes. Donc la peine qui est souvent sollicitée, c'est la peine de mort. Il y a un accusateur public assez célèbre, il s'appelle Antoine Fouquier-Tinville, il est redoutable. Et bien entendu, il faut reconnaître que la défense des accusés est très peu présente. Ironie du sort, ceux qui ont instauré la terreur vont eux-mêmes être victimes de cette justice arbitraire et expéditive. Le comité de salut public arrive ainsi à éliminer Hébert, un révolutionnaire extrémiste, qui souhaitait les mesures les plus terroristes, puis Danton, qui à l'inverse souhaitait que le régime de la terreur s'arrête. Lors des procès durant lesquels Danton et Hébert seront condamnés, on s'arrange par exemple pour mêler au sein des condamnés d'autres condamnés qui n'ont rien à voir, pour faire une sorte d'amalgame. On met par exemple des vrais royalistes. En France, pendant la terreur, 17 000 personnes sont guillotinées. La terreur frappe la France entière et cette politique de l'extrême finit par atteindre ses objectifs. La Vendée militaire est anéantie, les révoltes girondines sont écrasées et les forces coalisées sont repoussées hors des frontières. Mais la fin des menaces provoque une division entre les chefs montagnards. Robespierre élimine tout le monde et reste seul au pouvoir. Cependant, ses excès finissent par provoquer sa chute. L'incorruptible, comme on l'appelle, est victime d'un complot monté par d'autres montagnards, partisans d'une terreur à outrance, mais qui craignaient eux aussi de figurer sur la liste des guillotinés. Les députés décrètent alors l'arrestation de Robespierre, qui sera guillotiné dès le lendemain avec 21 de ses partisans. Ainsi se termine la période la plus terrible de la Révolution, mais qui, sur certaines idées, fut sans doute aussi la plus généreuse. C'est une époque où l'on voit apparaître des mesures tout à fait étonnantes, tout à fait spectaculaires, même si elles ne suivront pas finalement leur cours. C'est par exemple l'abolition de l'esclavage, qui avait été refusée au début de la Révolution, parce qu'il y avait des intérêts dans les colonies. C'est aussi la loi dite du maximum, où on tente de fixer les prix, d'empêcher cette inflation qui crée bien sûr des conditions extrêmement difficiles au sein du petit peuple de Paris. Et l'on voit apparaître des mesures qu'on pourrait peut-être appeler des mesures sociales déjà finalement, et on préfère finalement prendre l'argent chez les plus riches et tenter d'assurer, je dirais, le minimum vital pour ce groupe social qui est, il faut le dire quand même, le principal soutien du gouvernement révolutionnaire.